Fleury de Frémont avec vous pour mon émission des animaux et des hommes jusqu'à 19 h. Mon invité Philippe Chevalier est arrivé. Nous sommes donc sur 95.2. Ici et maintenant, vous pouvez nous téléphoner pour participer à l'émission, poser des questions à Philippe au 08 90 37 38 38, 08 90 37 38 deux fois. Alors, bonsoir Philippe. Bonjour Betty, bonsoir. Oui, en forme, oui. Bon. Même si tout le monde se trimballe des reliquats de bronchite, de rhume, enfin on n'en sort pas. Eh oui, c'est vrai. Mais là c'est le printemps qui grise bientôt, donc c'est bon. Oui, ça va aller. Mais du reste, oui. Mais tu as eu des problèmes de métro, c'est pour ça qu'on commence un petit peu en retard. Eh bien, oui, et moi je prends assez rarement le métro, mais de temps en temps je le prends pour aller plus vite. Et là, il y a eu au moins 5 ou 10 minutes d'arrêt à cause d'une chasse au pickpocket. Ah oui, oui, il y a tout maintenant, c'est épouvantable. Ah bah oui, le métro n'est plus ce que c'était. Non, il fait plus rien d'ailleurs. Allez hop là, ça y est. N'est plus ce qu'il était, parce que n'est plus ce que c'était. Mais d'ailleurs, ce n'est plus, puisque en fait, ce fameux, quand on parlait on disait toujours Chevalier Las Palais. Oui. Hein, voilà, pendant des années, 30 ans à peu près, on a toujours dit Chevalier Las Palais. Même 35 ans. 35 ans, oui. Alors, tu vois, ce n'est plus. Voilà, tout s'en va. Tout évolue. Pas forcément dans le bon sens, mais c'est comme ça, de toute façon, on n'a pas le choix. Parce que ce duo est mythique. Hein. Oui. Il a absolument influencé même beaucoup de gens. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ça a été... on fait partie du patrimoine culturel comique. Deux générations, en fait, deux générations, je pense, ont été marquées. Ah oui, même plus, parce que il y a même l'autre jour une charmante jeune fille qui vient vers moi et qui me dit, oh là là, mon grand-père vous aime beaucoup. Je dis, c'est bien, donc ça fait 3 générations. Donc 3 générations qui ont vécu avec ces formidables sketchs, le train pour Pau notamment, hein, parce que c'est vous qui savez. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Voilà, c'est vous qui voyez. Oui. Hein, avec le pas qui avançait. Mais alors, voilà, pourquoi, tout le monde se demande pourquoi ce duo a explosé en vol, en plein vol. Je n'ai pas la réponse. Non. Je n'ai pas la réponse, il faudrait poser la question à Las Palais, puisque lui seul est l'instigateur de cette séparation, assez brutale, je dois dire, mais je n'ai pas d'explication non plus. Donc en fait, c'est lui qui a tout à coup eu des velléités de théâtre, je dirais pas de solitude, mais d'indépendance totale. Alors je devais être peut-être quelqu'un de très, je sais pas, j'étais peut-être un peu tyrannique, j'en sais rien. Et pourtant, ça durait depuis longtemps. Je crois pas, oui. Vous êtes connu en fait au Cours Simon, oui. Et puis... là, on se connaît depuis presque 40, enfin depuis 44 ans maintenant. Et on a travaillé ensemble, on a travaillé ensemble 36 ans et on est séparés depuis 8 ans, voilà. Déjà, 8 ans. Oui. Vous avez fait le théâtre de Bouvard. Oui. Donc, on s'était rencontrés avant. Oui, bien sûr, au Cours Simon. On a fait le théâtre de Bouvard. Là, on a, à partir des sketchs qu'on avait coécrits, tous les deux chez Bouvard, parce qu'on travaillait avec beaucoup d'autres de nos comédiens, de nos partenaires. Il y avait Michel Bernier, Mimi Mati, ceux qui sont devenus... Il y avait Bigard, d'ailleurs. Non, Bigard, non, mais Bigard n'est pas allé au théâtre de Bouvard. Ah bon, il n'est jamais... Non, il est allé à la classe, lui. Il a été refusé. Il y avait Michel Bernier, il y avait Mimi Mati, il y avait ceux qui sont devenus les inconnus. Bien sûr. Il y avait Muriel Robin qui est venu un petit peu après, il y avait Didier Bénureau. Non, il y avait une belle pépinière. Beaucoup de gens sont sortis. Oui. C'était une bonne idée de sa part, d'ailleurs. Ah oui, mais c'est un homme formidable, Bouvard, oui. Tu le revois de temps en temps? J'ai déjeuné avec lui l'année dernière à Pâques, donc ça fait presque 1 an maintenant. Il est toujours en forme, hein. Oui, alors je dirais pas bon pied, bon oeil, parce qu'il est malheureusement, la vue est complètement, il est atteint de cécité presque complète, ce qui est très embêtant, mais ça ne l'empêche pas de garder sa bonne humeur, il est très entouré par sa famille, attendez, je vais... Et voilà. Oui, alors voilà, tu n'as pas menti. Non, j'ai pas menti. Est-ce que c'est le rhume des foins? J'en sais rien. Non, il est formidable. Bouvard toujours vif, alerte, intellectuellement, etc. Il est formidable. C'était vraiment une bonne idée de faire le petit théâtre. Oui, il avait. Parce que c'était énormément d'humoristes, mais aussi de comédiens, de théâtre, etc. Sont sortis de là, au cinéma, etc. Non, c'était un très bon melting pot. Ouais. Absolument. Alors j'ai entendu une fois, tu as dit en fait, Las Palais a coulé notre fonds de commerce, mais c'est vrai quoi, c'est ça un peu.
Ah bah, moi, de mon point de vue, c'est-à-dire que moi, je reproche pas du tout à Régis d'avoir voulu prendre des distances, comme on dit. Mais là, il y a les deux. Bah oui, là, il y a un blackout total que je ne m'explique pas, mais j'ai pas d'explication, donc je peux pas en parler. Continuer le duo et faire tout chacun, comme tu as fait d'ailleurs, chacun de votre côté du théâtre. Je crois que Régis voulait surtout faire du cinéma, et c'est ça qui l'a motivé pour rompre cette association. Il considérait, mais c'est pas, son analyse n'est pas complètement fausse. C'est vrai que nous, tous les deux, on avait du mal à faire du cinéma. On en a fait, mais très peu, parce que dans l'esprit des producteurs de films, si on nous voit tous les deux, eh ben, on est marqué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se fondre dans un rôle. C'est pas complètement idiot, mais ça n'empêche pas qu'on aurait pu à ce moment-là chacun faire du cinéma. Non, mais ça, vous savez, Las Palès, c'est un individu très, très secret. Moi, j'ai la prétention de le connaître quand même très bien. Bon. Mais malgré tout, c'est pas facile de lui tirer les vers du nez. Puis je cherche pas du tout à le savoir. En même temps, il a fait ce choix-là. Je sais pas ce que ça lui apporte tellement, mais sans doute peut-être un contentement personnel qui reste à mon sens très confidentiel, mais il a le droit de vouloir rester dans son il est quand même spécial parce que tu m'avais dit une fois il n'avait pas de portable. Oui, mais ça je peux pas lui en vouloir parce que moi qui suis un terrible réactionnaire surtout sur la technologie, je trouve qu'il est très fort de réussir à aux dernières nouvelles, puisque j'ai pas de nouvelles de lui depuis au moins 2-3 ans. Ah, quand même. Oui, il y a encore 2 ans, il n'avait ni portable, si, il a un répondeur sur un fixe, qui n'a pas changé depuis avant la guerre de 14. Et il n'avait pas d'ordinateur. Alors, je ne sais pas comment il fait, mais il se débrouille certainement. Il a des amis qui l'aident. Oui, c'est ça. Non, il arrive à... Enfin, c'est difficile quand même d'éviter d'avoir un portable. Mais enfin, bravo s'il a réussi à résister. Donc, il est... Oui, il est très fort. Hein. Je ne sais pas comment il fait, mais il se débrouille. Alors, il n'y a pas de relation entre les chiens et lui, mais toi, tu avais... Si, parce qu'il est du signe du chien en astrologie chinoise, si ma mémoire est bonne. Donc, voilà. Parce que tu avais un chien, tu m'avais dit que tu adorais ta chienne. Ah ben j'ai toujours. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Elle va avoir 10 ans dans quelques temps. Puis comme c'est un petit chien, c'est une chihuahua à poil long, elle risque, j'allais dire, de m'enquiquiner encore 7 ou 8 ans. C'est tout le malheur que je me souhaite. Ils vivent très longtemps. Ils vivent très longtemps, les chihuahuas. Oui, c'est très... tant mieux. Et là, alors, tu la promènes... je la promène quand elle veut. C'est surtout sa maîtresse, qui est mon épouse. Tu es marié depuis 2016. Oui, je suis marié. Oui. Et donc, c'est d'ailleurs mon épouse, Tiffany, qui est arrivée un jour avec cette petite boule de poils animés, qui était cette petite chienne chihuahua. Au début, j'ai un peu fait la grimace, parce que je voulais pas de chien. Puis comme je suis tombé amoureux de la dite chienne d'abord de la femme et après de la femme, oui, mais la femme ça faisait un moment. Elle n'est pas arrivée en même temps que le chien. Non, mais on pardonne quand on est amoureux de la personne. Ah oui, c'est ça, voilà. Oui, c'est ça. C'est donc la raison pour laquelle. Oui. Mais en fait, non, je suis tombé, je pense, indépendamment de ce que m'avait proposé Tiffany. Je suis tombé amoureux de la petite chienne très très vite. Comment s'appelle-t-elle, la chienne? Elle a plusieurs noms. Oui. Elle a un nom officiel puisqu'elle est, elle a comment ça s'appelle? Elle a un pédigré. Elle est de très bonne famille. Elle s'appelle Géosé Joséphine. Mon épouse l'appelle Jay, qui est une contraction peut-être de Géosé ou Jay, Mary Jay. Et moi j'appelle Pipoun. D'accord. Voilà, je trouve que ça lui va très bien. Et elle aime Bachoum parce que vous elle doit aimer Bachoum, mais c'est pas nous qui l'avons baptisé comme ça, c'est son nom donc, en fait, sur son livret. Ces gens-là aimaient Bachoum. Oui, elle est dans le bottin canin. Oui. Très bien, oui. Longue lignée de... grande famille. Oui, enfin cela dit, alors, je suis allé une fois dans l'élevage, si l'éleveuse, mais c'est des gens charmants, un élevage de chez moi. Alors j'ai vu les frères et sœurs de Pipoun. Et ils sont beaucoup moins beaux qu'elle. Je trouve que c'est Tiffany qui a choisi et elle a pris à mon sens la plus belle. Elle est crème, c'est-à-dire qu'elle est marron et blanche, même avec un petit trait de mulet comme on dit pour les chevaux. Et c'est pratique parce que tu peux l'emmener partout. Je peux l'emmener partout, mais tu sais, plus c'est petit, plus il faut en prendre soin et il faut faire attention parce qu'on ne sait pas où ils vont. Oui, c'est sûr. Ils sont très résistants. Et puis c'est une petite un peu grosse, un peu boulotte. Alors je désespère. Faire un régime. Faut lui faire un régime, mais c'est pas facile. Oui, toi t'es mince. Donc oui, mais c'est parce que moi je ne fais qu'un repas par jour. Enfin, j'en fais 2, un petit déjeuner et un dîner. Oui, c'est très bien. Mais elle en fait pareil.
pareil, mais elle aime bien aussi grignoter des petits trucs. Alors moi, je cède et c'est pas bien. Ah non, c'est ça. Faut pas céder. Pas de grignotage. Non, non, mais je suis un tempérament très faible. Ça m'étonnerait. Oui, si. Alors, tu as évoqué rapidement la couleur d'un cheval, oui. Et tu es un excellent cavalier. Non, je suis un vieux cavalier. Excellent. Non, pas du tout. Non. Je suis même j'ai jamais été un... Parce que tu es modeste. Non, c'est pas de la fausse modestie. Ah bah tu plaisantes, je monte une fois par semaine. Ah bon? Ah bah non, si je montais tous les jours, je deviendrais peut-être un bon cavalier. Non, je monte qu'une fois par semaine. À quel endroit? Dans Paris? Oui, à l'étrier, au Bois de Boulogne, oui, c'est formidable. Non, je monte qu'une fois par semaine et c'est déjà très bien suffisant. J'ai arrêté l'obstacle parce que moi je montais beaucoup en concours quand j'étais plus jeune. Je m'étais remis à l'obstacle il y a 5-6 ans, puis après deux déchirures aux adducteurs, j'ai arrêté. Donc je ne fais ce qu'on appelle que du plat. C'est un peu dangereux quand même, ouais. Bah, c'est dangereux, puis bon, puis alors j'ai eu la trouille. Ah oui. Donc j'ai eu la trouille, donc je fais maintenant ce qu'on appelle que du plat, c'est-à-dire je ne saute pas. Non. Voilà. Pas à cheval. Pas à cheval. Donc. Mais sauter les obstacles sans cheval, c'est pas bien non plus, parce qu'il faut avoir du ressort. Faut avoir du ressort. Ça arrive aussi, mais pas bon. Et ton cheval, comment s'appelle-t-il? Tu as toujours le même? Ah bah non, je n'ai pas de cheval. Ah, il ne t'appartient pas. Non, à mon grand dame, je monte ce qu'on appelle les chevaux, ils disent du stage, oui, qui est surtout d'ailleurs une écurie de propriétaires. Il y a beaucoup plus de chevaux de propriétaires que de chevaux de club, qu'on appelait autrefois des chevaux de club, avec une dizaine. Il y a aussi un autre club, c'est le même établissement qui est à Dauphine, mais moi je suis au club de Madrid. Oui. Et donc je monte une fois par semaine. Et j'ai la surprise à chaque fois de monter un cheval différent. Non, c'est pas à Neuilly, c'est dans Paris. C'est la limite de Neuilly, tu as raison. Mais c'est dans Paris. Oui, c'est ça. Dans Paris. D'accord. On voit ce qui change pas grand-chose, évidemment. Enfin, en tout cas pour le cheval. Et non, c'est merveilleux parce que je trouve que c'est le sport le plus... D'abord, c'est un art, plus qu'un sport. Et puis, on dit l'art équestre. On dit aussi les sports équestres, évidemment. Donc, il y a une équitation sportive à laquelle je ne m'adonne plus depuis 40 ans. Mais c'est merveilleux parce que je trouve que c'est vraiment le sport romantique par excellence, parce qu'on est en communion avec la nature et avec un animal. Et en plus, qui n'est pas n'importe lequel, parce que le cheval, c'est plus gros qu'un chihuahua. C'est quoi. Bien sûr, et puis en fait c'est une maîtrise aussi de soi-même, ça surmonte le comportement dans la vie. Oui, il y a une influence en fait, sûrement sur le comportement dans la vie, non? Alors j'ai un moniteur d'équitation, un instructeur, il y en a un avec lequel je monte régulièrement, mais un autre avec lequel d'ailleurs je montais autrefois au touring, qui m'avait dit un jour, qui est un homme délicieux, qui est très brillant, de toute façon on a vraiment des professeurs excellents dans un club comme l'Étrier, et lui m'avait dit, vous savez Philippe, le cheval il vous voit de l'intérieur. Ah oui. Dès qu'on monte dessus, on n'a pas intérêt à avoir les jetons parce qu'il le sent tout de suite et ça peut très mal se passer. Mais oui. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut essayer de rentrer. Il faut essayer de se faire à la fois le plus présent possible et en même temps le plus discret possible. Il faut essayer de... Bon, moi je dis ça, moi je suis vraiment... Bon, je monte depuis très longtemps, mais d'abord j'ai arrêté une dizaine d'années, je me suis remis il y a 13-14 ans. Et puis, non, j'aborde ça, je suis pas comme les comédiens comme Canet, Guillaume Canet est un grand cavalier, Lambert Wilson, il y a beaucoup de cavaliers, il y a l'imitateur Canteloup et je crois même qu'il est instructeur d'équitation, eux sont des grands cavaliers. Mais moi non, pas du tout, moi c'est un passe-temps et j'aime beaucoup ça. Du temps tout de même, parce que... c'est pour ça que je peux pas non plus avoir un cheval à moi, parce que avoir un cheval à moi, d'abord, faut le mettre en pension. Faut le mettre en pension. Payer la pension qui coûte quand même une fortune. Oui. Et puisque ce sera toujours un sport un peu cher parce qu'il faut nourrir le cheval. Bien sûr. En plus, il faut le soigner. Les frais de vétérinaire, c'est encore plus cher. Puis il n'y a pas de sécurité sociale. Il faudrait adhérer à une mutuelle. Enfin, je crois qu'il n'y a pas de mutuelle pour les chevaux. Il y en a pour les chiens, mais pas pour les chevaux. Non, c'est tout un truc. Non, puis monter une fois par semaine, ça me suffit. L'idéal, ce serait que je monte 2 fois. Voilà. Mais je trouve pas forcément le temps. Et puis avec les horaires de l'étrier, il faut que ça corresponde aussi parce que il y a beaucoup de monde. Enfin voilà. On va faire une petite pause musicale. Oui, voilà, très bien. Nous nous retrouvons tout de suite après.
Philippe Chevalier. Moi, c'est, vous le savez, Betty Fleury de Frémaux pour l'émission des animaux et des hommes. C'est pour ça que nous avons beaucoup parlé d'animaux. Mais nous allons reparler avec Philippe Chevalier de sa vie, très intéressante. Ah oui. N'est-ce pas, Philippe? Même si le duo n'existe plus, nous en avons parlé dans la première partie. Sa vie, son œuvre. Sa vie, son œuvre. Alors, tu es né à Redon. Oui, c'est une petite ville d'Ille-et-Vilaine. Voilà. Et c'est pour ça que tu me parles toujours de Saint-Malo. Oui, alors ça c'est amusant, on dirait que tu fais du Labiche ou du Alphonse Allais. C'est parce que je suis né à Redon que je te parle de Saint-Malo, parce qu'il y a quand même 70 bornes d'écart entre les deux, à peu près. Même un peu plus d'ailleurs. Plus, 130. Oui. Ah non, il y a... Ah non, j'ai regardé. Non, parce que c'est en Ille-et-Vilaine, donc... 80. Oui, 90, on a peut-être raison. Enfin bref, c'est pas loin. Non, je suis né à Redon, parce que mon père à ce moment-là travaillait à Redon, mais la famille Chevalier est originaire de Saint-Malo et de Cancale. D'accord, très joli. Oui, c'est très joli. Cancale, donc je suis... C'est amusant d'ailleurs, quand on parle de... ça m'amuse toujours. Quand on parle de Saint-Malo et de Cancale, les personnes, vos interlocuteurs, vous disent tout de suite « Ah, Cancale, c'est très joli ». Oui, Rollinger, moi je te dis Ah, aussi. bah voilà, c'est ça, c'est parce que oui. Alors c'est vrai que Cancale, c'est une baie magnifique. Mais oui, les maisons c'est formidable. Et moi, je suis un peu les deux. Je suis entre Saint-Malo et... Enfin, je suis à la fois cancalais et malouin, par mon père. Oui, j'ai dit Rollinger parce que c'est un restaurant et très très connu. Bah oui. Et ce garçon d'ailleurs est très sympathique. Est-ce qu'il a eu une vie aussi pas marrante avec son accident Rollinger. Olivier. Ah oui. Oui, bah oui, et c'est vraiment délicieux. Et puis, je ne sais pas si l'hôtel existe toujours, mais c'était formidable. Il y avait des petites maisons. Oui, derrière l'église. Ouais, moi, je ne suis jamais allé là. Je suis allé dans son autre établissement qui a été repris par son fils, qui s'appelle Nicolas, je crois. Et puis à Cancale, c'est magnifique. Ah bah oui. Non, mais la baie... Et Saint-Malo, bien sûr. C'est-à-dire que je trouve que la baie de Cancale... Enfin là, qui est déjà la préfiguration de la baie du Mont-Saint-Michel, a quelque chose d'assez grave, alors que c'est plus riant et plus chatoyant du côté de Saint-Malo quand on va vers l'ouest. Ah bah oui. Parce qu'il y a plus de... Déjà, la mer a une couleur différente. C'est très curieux, mais ce sont des endroits sublimes. Ouais. Moi, j'ai eu la chance d'aller un petit peu partout dans le monde, pas très longtemps forcément, mais je trouve que c'est une des plus belles baies du monde. Mais c'est vrai que je suis peut-être un peu chauvin. Ouais, non, mais non. Je suis pas allé à Rio. Je suis pas non plus allé à la baie d'Alongue, donc oui, moi non plus, donc je ne sais pas. Mais les Malouins, par exemple, les Malouins, donc les gens de Saint-Malo qui ont été en baie de Rio, en baie d'Alongue et en baie de Saint-Malo, disent tous qu'ils préfèrent la baie de Saint-Malo. Mais ils sont pas du tout chauvins. C'est même pas la peine d'y aller. Ah non, les Malouins sont pas du tout chauvins, pas du tout. Non. Ils sont tous pareils partout. Oui. En fin de compte, les Parisiens sont très chauvins, disons Paris, c'est ce qui est de plus... D'ailleurs, c'est vrai que c'est une des plus belles villes du monde. Enfin, ça l'a été, parce que maintenant... Avec la mer actuelle, c'est autre chose, ça a beaucoup changé. Mais malgré tout, on aime quand même Paris. Donc, Saint-Malo, tu as fait tes études de droit. Non, mais tu as fait des études de droit. Ton père était magistrat, donc tu as peut-être été influencé pour faire des études de droit. Oui, mais enfin, il m'avait toujours dit quand j'étais petit que je finirais sur les planches. Alors, donc, il m'avait un peu poussé. C'est les deux, en fait. Voilà, alors, comment de la criminologie, puisque tu es... Non, moi j'ai un diplôme un peu, c'est une rigolade, j'ai une unité de valeur en criminologie qui vaut diplôme, qui vaut ce qu'on appelle un certificat de criminologie. Il faut quand même faire les études. Oui. Et donc, j'étais nul en fac de droit, parce que j'ai redoublé ma 3e année, j'ai eu une licence, j'ai échoué à ma maîtrise, je suis passé au conseil de discipline, enfin ça m'intéressait pas du tout le droit. Bon, enfin, donc comment on passe de la criminologie au cours Simon? C'est la Même si ton père t'avait prédit que tu allais... Oui, mais c'est mon père justement qui, voyant un jour à la terrasse d'un café à Paris dans les années 70, voyant des petits jeunes qui sortaient du cours Simon, m'a dit, tu sais, ils sont très sympathiques, j'ai l'impression qu'il y a un bon esprit, tu pourrais aller faire le cours Simon. Alors là, c'est mon père qui m'a poussé. Alors vraiment, là, c'est formidable. Voilà. Il était un peu inquiet quand même, parce que comme tous les parents, ils sont inquiets quand on veut épouser la carrière artistique. Bien sûr. Mais enfin, là, tu avais vraiment l'aval de ton père, là. Oui, exactement. Oui. Donc voilà, donc j'ai foncé. Et puis le cours Simon, ça a été extrêmement romantique pour moi, parce que c'était quand on est jeune, on veut faire du théâtre, on est avec ses pairs, on voit des professeurs devant lesquels on se prosterne en quelque sorte. Et moi, j'avais une professeure qui était une femme merveilleuse, qui était Françoise Angèle Pia, l'épouse de Jean Pia, qui était une pédagogue extraordinaire.
Et donc j'ai beaucoup appris avec elle. Après je suis parti du cours Simon. Après elle a écrit, j'ai été viré en fait du cours Simon parce que je jouais avec une compagnie. Donc ça plaisait pas du tout à la patronne. Ouais. Et donc elle m'a viré. Et puis là je suis parti, j'ai fait de la publicité. Et puis j'ai dans une agence de pub. Ouais. Et puis après je suis retourné chez Madame Pia qui avait ouvert elle son propre cours. Et là j'ai rencontré Laspalès, qui avait lui aussi été chez Simon, mais un an après, enfin pendant mon départ. Ouais, d'accord. Donc pour résumer, on dit qu'on s'est rencontrés chez Simon, c'est pas tout à fait exact parce que sinon on n'en finit pas. Oui, exactement. Et donc cette passion, parce que c'est quand même une passion, le théâtre, non? Je sais pas si c'est une passion, c'était un moyen de m'exprimer parce que les études de droit m'enquiquinaient. J'ai saisi les perches qui m'étaient tendues. D'accord. Une passion, je sais pas. Mais est-ce que tu as été plus passionné justement parce que tu as un autre côté photographe? Oui, alors ça, la photo, je suis pas passionné par la photo, j'étais passionné par les jambes de femmes. Oui, les cuisses. Par les cuisses et les fesses de femmes, comme beaucoup d'hommes à peu près normaux. Et voilà, et qui sont incroyable. Qui sont gainés de collants. Alors ça m'a donné l'envie de reproduire ça. Le seul moyen que j'avais pour le faire, c'était un appareil photo, un Polaroid. Ouais. Et je me suis lancé là-dedans, un peu au petit bonheur. J'ai eu la chance d'être reçu dans une comment ça s'appelle, une galerie très branchée en l'an 2000, chez Serge Aboucrate, place de Furstenberg, donc très chic, très branché, tout ce qu'il faut. Et ça m'a valu moult articles. Mais oui. Moi qui n'avais jamais eu un papier pour ce que je faisais, alors que je vivais de ce métier déjà depuis plus de 20 ans. Et là, tout d'un coup, la presse internationale se prosternait devant mon talent de photographe, ce qui m'a beaucoup amusé. Et puis ça a fait long feu, parce que en France, il faut être radical d'un côté ou de l'autre. On ne peut pas cumuler les mandats. Vous ne pouvez pas avoir deux casquettes. Ça ne plaît pas du tout à l'esprit français, tout au moins aux médias. Et c'est compréhensible. Je sais pas, non, je pense qu'on évolue beaucoup de ce côté-là. Je voyais comment il s'appelle ce chanteur là, merveilleux là, qui faisait comme un avion sans aile. Charles-Élie Couture. Charles-Élie Couture a fait un succès fou avec ses chansons, et puis il faisait de la peinture. Donc il a essayé, parce que j'ai rencontré plusieurs fois dans des salons, pas dans des salons mondains, mais dans des salons artistiques. Enfin, on aurait pu aussi se retrouver dans un salon mondain, mais il m'expliquait, Charles-Élie, que voulant vivre de sa peinture, il a été obligé de partir aux États-Unis. Oui, c'est vrai. Et il a fait son travail de peintre aux États-Unis, puisqu'en France, il n'était pas pris au sérieux. Parce qu'on ne peut pas, les Français ne peuvent pas, alors je ne sais pas si c'est tous les Français, mais enfin, en tout cas, dans ce qui constitue pour avoir une impulsion médiatique intéressante, vous ne pouvez pas avoir deux casquettes parce que alors vous êtes peintre ou vous êtes c'est idiot, parce qu'en plus mais c'est complètement idiot. Un artiste, il peut être artiste justement dans différents domaines. Mais les Français que j'aime beaucoup n'ont pas forcément toujours le privilège de l'intelligence. Oui, enfin c'est peut-être pas les Français, c'est peut-être les médias, comme tu disais tout à l'heure. Oui, peut-être. C'est une éducation à leur faire refaire. Oui, c'est ça, carrément. Parce qu'on parlait tout à l'heure d'Amanda Lear, elle peint aussi. Oui, mais enfin, mais elle peint aussi, bien sûr, parce que tout le monde peut peindre dans son atelier. Je dis, ça, c'est pas une pierre jetée dans le jardin d'Amanda Lear, que j'aime beaucoup, qui d'ailleurs peint des très jolies choses. Très jolies choses, oui. Mais elle vit pas de ça, quand même. Non. Elle est connue comme comédienne. Ah, complètement, et de plus en plus, d'ailleurs. Oui, je crois qu'elle cartonne dans une pièce. On peut pas cumuler les mandats en France. C'est incroyable. On peut faire même une expo, mais c'est pas pour ça que les gens, d'ailleurs, viendront et achèteront les tableaux. Non, pas du tout. C'est très bizarre. Enfin, bon, de toute façon, pour vendre pour vivre de ces toiles, faut être vraiment dans un... faut être dans le bon circuit. Il faut être... avec un bon agent. Oui, c'est tout un tas de choses. Dire comme dans le théâtre aussi, parce que tu peux rester... Alors le théâtre aujourd'hui a pris un coup dans l'aile, enfin si on veut. Ça a changé de paradigme, comme dit Macron, en employant un mot philosophique qui n'est pas forcément compris par tout le monde. Le paradigme, en fait, c'est pas, je fais pas, c'est simplement le modèle, quoi. C'est le mode, c'est le modus. Et oui, le théâtre parisien aujourd'hui est très différent de ce qu'il était il y a encore 7-8 ans. Parce qu'il y a moins de producteurs et directeurs indépendants. Il y a une espèce de cartel, un cartel où c'est pas un cartel, ils sont 5 ou 6, de gens qui viennent de l'industrie
et qui se sont achetés des théâtres et qui font un peu la loi dans ce milieu. C'est plus des hommes d'affaires. Ce sont des hommes d'affaires qui d'ailleurs au théâtre font pas toujours des affaires parce qu'ils perdent beaucoup d'argent, mais ça les dérange pas parce que ça leur permet de défiscaliser. Ouais. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils ne sont pas tous des professionnels de la profession. Oui, il y en a un qui achète de plus en plus de théâtre, oui. Enfin, on va pas le citer d'ailleurs. Mais oui, bien sûr. Alors ça peut nuire à... Ruquier aussi qui a... Oui, alors Ruquier maintenant, il en a racheté un là, je sais pas. Enfin, Ruquier est quand même... Deux, je crois. Mais Ruquier est un homme de l'art, malgré tout. Oui. Même si c'est pas un homme de scène. C'est aussi un homme d'affaires. C'est un homme des médias, c'est un homme, il a fait d'ailleurs de la scène, il sait ce que c'est par exemple. Puis il a écrit des pièces qui sont très bonnes. Bien sûr, très bien. Oui, on veut parler d'autres qui sont vraiment des hommes d'affaires. Ruquier est légitime là-dessus. Alors que, bon, d'autres, on se demande un peu, on vendrait des chaussettes, ce serait pas plus mal d'ailleurs. Mais enfin, c'est comme ça. Oui, je sais pas d'ailleurs, c'est difficile de vivre quand tu as un théâtre, c'est pas évident. Mais oui, mais ils font pas toujours, je trouve, de très bonnes programmations. Et ils ont surtout, la critique que je ferais vis-à-vis de... c'est qu'ils ont laissé complètement tomber le théâtre de divertissement et ce qu'on appelait autrefois la bonne pièce de théâtre de boulevard, avec des acteurs sympathiques, populaires, qui plaisent au plus grand nombre, etc. Ouais. Aujourd'hui, les directeurs de théâtre deviennent un peu snobs. Oui, il leur faut... Alors, ils prennent parfois des acteurs qui viennent du cinéma. Oui, beaucoup. Qui peuvent être très bien... Voilà. Mais c'était le contraire avant, c'était les... En fait, ils venaient du théâtre, tous les bons comédiens de... comme de l'époque, comme, c'est ça, Berry et tout ça. Berry, Jules, pas Richard. Ah ben l'autre, c'est pas un mauvais acteur. Non, pas du tout, très bien. Je veux dire, avant, c'était vraiment, c'était ça. D'abord du théâtre. Mais alors là, tu parles d'un temps que tu n'as pas connu. Non, mais dont... que j'aime beaucoup les anciens films, d'ailleurs. Mes grands-parents m'en parlaient. Donc toi justement pour faire c'est vrai que toi tu fais beaucoup de théâtre récemment. J'en ai fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup notamment avec Las Palais et pas uniquement avec lui puisqu'on a joué dans beaucoup de pièces. Maurice aussi. Monsieur Chasse, Déviation obligatoire, Le Banc, le Dîner de con, on a joué dans le Dîner de con. Bien sûr. Très bien. Et là maintenant, depuis qu'il y a cette séparation, je trouve que c'est plus difficile pour moi en tout cas. C'est-à-dire que... Tu étais quand même au Théâtre de Passy récemment. Alors j'étais au Théâtre de Passy, voilà, c'était rigolo, avec Bernard Ménez, petit Théâtre de Passy. Tu as improvisé beaucoup d'ailleurs. J'improvisais beaucoup, oui, c'est vrai, parce que ça m'amusait. Oui, c'était bien, parce que vous pouvez y aller 2 fois. Oui, c'était jamais le même spectacle. Oui, alors ça m'amusait beaucoup, oui. Les comédiens étaient très sympas, oui. Mais évidemment, c'est resté longtemps à l'affiche, 3 mois, 4 mois. On a joué 5 mois. 5 mois, tu vois. 5 mois. Donc c'était une pièce... Mais elle était un peu baroque, c'était un peu un ovni, parce que comme on changeait le texte tout le temps, il y a des gens à qui ça plaisait beaucoup, puis il y a des gens à qui ça plaisait moins. Et puis... Tu as fait des tournées avec une des pièces de théâtre en province. Ça, en province, depuis 7 ans, oui, j'ai pas arrêté de faire des tournées. J'ai tourné avec Didier Gustin une pièce de Patrick Sébastien. C'était formidable, cette pièce. Ah oui, Le Sommelier, c'était formidable. C'est une pièce très, donc très on peut encore travailler, il y a beaucoup de salles d'ailleurs. Mais on assiste à un phénomène assez curieux, c'est que autrefois, on allait regarder, il y a 10 ans, 15 ans, on allait regarder une pièce de théâtre dans un théâtre, et il y avait un horaire, il y avait une pièce, il y avait Tartampion joue la comédie, c'était du mardi au dimanche inclus, il y avait une pièce, une programmation, etc. Ça permettait de fidéliser la clientèle. Aujourd'hui, évidemment, il y a beaucoup d'offres, mais dans des petites salles, par exemple, de 150 ou 200 places... Comme le Théâtre de Passy, il y a beaucoup de pièces. Il y a beaucoup de pièces, et il y a des théâtres plus petits où il y a Marcel Duglan qui joue le lundi à 18h, il y a Marceline Dugenou qui joue le lundi de 19h à 20h, après le mardi c'est Robert Chambier, donc il y a une multiplicité d'offres. Alors évidemment ça donne plus de travail à plus de comédiens, mais pour un rapport qui est beaucoup moins intéressant pour chacun des comédiens. Alors ceux qui sont intermittents du spectacle, ça va parce que ça leur donne des heures malgré tout, etc. Mais je trouve qu'on perd la substantifique moelle de ce qu'est vraiment le théâtre. Alors il y a encore des gros théâtres qu'on appelait autrefois les théâtres de boulevard qui eux ont des programmations définitives.
à 20h30 ou à 21h. Moi, je suis pas contre les deux horaires. Au contraire, je trouve ça très bien. Ça donne une palette. Bon. Et puis aujourd'hui, c'est presque plus intéressant d'aller au théâtre à 19h qu'à 20h30, parce que si vous voulez dîner après le spectacle à Paris, merci Martine Aubry et merci... Et merci, je sais pas qui, la mairie d'Hidalgo. C'est épouvantable. On ne trouve pas un restaurant d'ouvert après 10h30 du soir. C'est épouvantable. C'est comme à Limoges en 1952. Enfin non, parce que je pense qu'à Limoges en 1952, on pouvait bouffer jusqu'à minuit, justement. Ah oui, là c'est fini. Ah, c'est fini, tout est fini. Mais voilà, c'est comme ça. Bon, donc maintenant, ils nous ont tué nos soirées. Enfin, faut pas être nostalgique, parce que sinon, qu'est-ce qui nous reste pour pleurer nos larmes? Alors, on rigole toujours, il n'y a pas de problème. Alors justement, à propos de rigoler, tu es dans une émission sur Paris Première qui cartonne. Ça s'appelle, c'est la revue de presse. Ah oui, ça c'est sympa. Ça c'est formidable. Moi j'ai assisté à plusieurs émissions qui sont extraordinaires. Puis sinon on les voit, tes émissions sur ton Facebook ou ton site, où tu es de mieux en mieux d'ailleurs. Ah bah c'est gentil, il serait temps. Non, la première fois bien sûr. Il serait temps que je m'améliore. Mais c'est une émission qui a déjà 17 ans, tu te rends compte, qui est animée par Jérôme de Verdière, avec une équipe de chansonniers qui sont les chansonniers du Théâtre des Deux Ânes au départ. Il y avait Amadou, il y avait... Maillot, bien sûr. Alors il y a Maillot, Bernard Mabille, Michel Guidoni, Florence Brunold, et puis après, au fil des ans, il y a Thierry Rocher, il y a déjà Stéphane Rose, il y a eu Élodie Pou, etc. Et donc ça se rajeunit un peu. Alors moi j'ai pas rajeuni, mais enfin le groupe, mais encore que si, parce que je suis plus jeune que Jacques Maillot. Et moi je suis là depuis 7 ans, et c'est très rigolo. Ça ne passe malheureusement, c'est une fois tous les 15 jours, le lundi à 21h, et sur une chaîne qui malheureusement est cryptée, qui est Paris Première. Donc, il faut s'abonner à Paris Première. Il faut s'abonner, ça fait partie de ce qu'on appelle les bourgs. Mais c'est tellement bien. Mais ça marche très bien, les gens sont contents, puis il y a des replays, puis il y a des relais avec effectivement le Facebook, etc. Et puis ils donnent la chance en plus à des nouveaux nouvelles humoristes que j'adore, c'est Karine Dubernet. Karine Dubernet est formidable. Il y a eu Élodie Pou qui est partie, qui est restée 2 ans. Formidable aussi. Karine est vraiment merveilleuse, elle est drôle, elle est géniale. Et là on a un nouveau couple. Elle est le matin sur... Oui, je sais, sur Rire et Chanson. Elle a des petits billets d'humeur. Mais Karine, elle est merveilleuse. Extraordinaire cette fille. Non, il y a une très bonne... Il y a vraiment un très bon groupe, et on a accueilli il y a déjà maintenant 1 an un duo formidable, les garçons et filles, qui sont Cécile Giroux et Yann Stotz, et qui d'ailleurs ne montrent dans la revue de presse une grande étendue de leur talent, mais pas toute la palette de leur talent. Parce qu'ils font un exercice qui est particulier, et quand on a vu leur spectacle entier l'autre jour, qui a été d'ailleurs filmé par Paris Première, ils sont extraordinaires, ce sont des imitateurs, ce sont des musiciens, elle joue du piano, ils dansent, ils font des trucs extraordinaires, et ils sont en plus charmants. Alors donc vous avez un invité en fait à chaque fois. 2 invités. Il y a 2 horaires. Il y a un invité à 9h et un invité à 10h30, à 10h15. Oui, dernièrement d'ailleurs c'était ce photographe magnifique. Oui, Jean-Marie Perrier. Et toi donc évidemment tu... Alors au début, pendant des années, je faisais le portrait de l'invité. J'étais en première partie. Et puis au Temporao Morès, les choses ont changé. Maintenant je suis en deuxième partie et je fais plus le portrait de l'invité. Je fais ce que je veux sur une thématique qui correspond au deuxième invité. Donc là, par exemple, la dernière fois, c'était Jean-Marie Perrier qui a écrit un livre sur ses nuits blanches. Donc j'ai glosé sur ce qu'était le concept de nuit blanche. Oui, c'est formidable. Et quand je glose sur une thématique, c'est comme ce que je faisais quand je parlais de l'invité, j'évite le plus possible de parler du sujet. Oui, alors on a entendu. Mais justement, c'est très marrant parce que les autres te mettent en boîte et tout. Et justement, là-dessus, tu rebondis. Oui, c'est ça qui est rigolo. C'est ça qui est rigolo, c'est que je suis systématiquement... Alors, je suis le seul, d'ailleurs, de toute la bande. Tout le monde se terre religieusement en écoutant les autres. Moi, je peux pas ouvrir la bouche sans qu'on me tombe dessus. Mais ça m'amuse beaucoup. C'est pas mal non plus. Ça m'amuse beaucoup, ça me permet de réagir, et j'aime bien ça. Voilà. Il te taquine, Jérôme de Verdière, le MC de l'émission, il te taquine. Après, c'est ma bon voilà, c'est toujours charmant en fait. C'est rigolo, ça permet de nous renvoyer la balle. Parce que je m'aperçois que finalement je suis pas je m'étais aussi essayé au one man show après cette séparation, et je suis pas un homme de one man show. J'ai besoin de quelqu'un ou d'un groupe. C'est pour ça que j'aime beaucoup le théâtre, et donc je fais du théâtre, parce que quitte à d'ailleurs improviser seul au milieu d'un groupe, mais être tout seul face au public n'est pas forcément la position qui me met
dans laquelle je suis le plus à l'aise. Et je m'y étais essayé il y a 6 ans. Oui, il était pas mal. Mais d'abord, les gens se demandaient pourquoi j'étais tout seul, donc ça n'a pas intéressé grand monde. Festival à Caen. Non, mais c'était bien à Paris aussi. Bon, enfin bref. Mais en fait, on sent que tu as besoin qu'il y ait, d'abord parce que longtemps, tu as eu... c'est-à-dire que quand on est habitué à écrire avec quelqu'un ou pour quelqu'un, pour un groupe, le fait d'être tout seul, et je me suis rendu compte que le one-man show était l'exercice le plus difficile. Oui, mais peut-être peux-tu trouver, recommencer un... Oui, c'est ce que... Non, je crois pas. T'as plus envie d'être... Non, je crois pas. Écrire avec quelqu'un, ça c'est possible, mais qui ne voudrait pas sur scène... Non, je crois que... Avoir une femme pour changer, quoi. Parce que c'était un homme avant. Non, je crois pas. Je crois que... Non, parce qu'on a été trop longtemps ensemble. 35 ans, c'est quand même énorme. J'en parle souvent. Quand je prends le taxi, il y a un taxi sur 2, pour pas dire 2 sur 3, qui me dit « Mais alors, monsieur Chevalier, pourquoi vous êtes plus avec Las Palais ?» Donc j'explique un peu sans trop rentrer dans le détail, mais on est... Quand les gens ont une image de vous, regardez ce qui s'est passé avec les frères ennemis. Quand Teddy Vrigno a disparu, André Gaillard a essayé de faire quelque chose tout seul. Non. Après il a pris une nana, justement, une femme. Ils étaient très drôles tous les deux, mais ça prenait pas, parce que les gens ne comprennent pas. C'est pas la même chose, c'est vrai. Oui, donc il faut, ce qui me reste, c'est le théâtre. Et puis je fais quand même, j'ai fait aussi quelques dates avec Paul Duro et avec Gilles Détroit. On a fait un spectacle qui s'appelle Le Parti du Rire. On a fait pour l'instant. Alors on est chacun. Alors on fait chacun un quart d'heure successivement. Un quart d'heure. Mais ça donne une petite synergie. Donc je me sens pas seul. Et puis à la fin on fait un truc tous les trois. Mais tu avais fait une pièce aussi avec Mabille pendant l'été. Non, c'était pas une pièce. C'était c'est-à-dire qu'on avait fait un numéro de duettiste avec ce qu'ils appelaient Chacun son tour, où en réalité on parlait en même temps, on échangeait nos tours, si je puis dire. Et ça marchait pas mal, et puis ça s'est arrêté. À l'Archipel. C'était à l'Archipel, exactement. Eh bien, vous pouvez peut-être recommencer, non? On va recommencer, mais alors autrement. Autrement. Alors là, tu vois, tu es voyante, parce qu'on va faire une pièce, tous les deux. On va jouer une pièce de Jérôme de Verdière. Mais c'est pas un numéro de music-hall, c'est une vraie pièce de théâtre écrite par Jérôme de Verdière, qui est l'animateur et le présentateur de la revue de presse, et qui a écrit une pièce très rigolote, tordante, qui s'appelle Le Cake aux olives. Alors on va partir en tournée. Moi j'aurais voulu qu'on joue à Paris, mais on jouera peut-être après, j'en sais rien. Vous venez à Paris en fait, souvent après les tournées. On vient à Paris, mais ça aurait été bien de commencer à Paris. À qui le dites-vous? Ah oui, t'aurais préféré. Mais oui. Mais là, ça va avoir lieu à partir de quand? À partir du mois de fin septembre. Donc on a déjà beaucoup de dates qui sont engrangées dans toute la France. Je crois qu'il y a, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de dates dans l'Ouest. Alors ça nous chagrine, Mabille et moi, parce qu'on est, indépendamment du fait que moi je sois breton, lui est breton d'adoption. Puisqu'il a mis un pied dans les Côtes d'Armor, à Erquy, et donc il est très amoureux de cette côte bretonne. Et on va pas, pour l'instant, on n'a pas de date en Bretagne, pas de date dans l'Ouest, mais ça peut-être venir. Pas de date en Normandie, parce qu'en général, c'est très difficile. Je disais là, il n'y a pas beaucoup de dates en Normandie. Je cherche tout le temps, puisque moi je suis un peu sur à cheval sur cette région et sur Paris. Mais c'est vrai que les tournées sont un peu... On pourrait jouer au Casino de Deauville, on pourrait jouer au CID, là, au centre, au CID. Même à Caen, il y a Caen. Alors à Caen, c'est pas facile, il y a beaucoup de salles. Il y a le Théâtre de l'Ouest. Il y a le Théâtre de l'Ouest. Ah oui, c'est ce que m'a dit Bernard d'ailleurs. Oui, ça qui est un petit théâtre privé. Mais il y a énormément de gens connus qui maintenant viennent là-bas. Oui, c'est ça, Et je trouve que c'est pas mal. Parce que toutes les salles municipales de beaucoup de villes maintenant sont considérées comme des salles culturelles, des scènes nationales, etc. Et donc des fantaisistes comme nous, on n'a pas le droit d'y aller. Ça, c'est le gros divorce de la... Moi, si j'étais ministre de la Culture, je ferais beaucoup de choses pour les associations, de gens qui accueillent des gens dans des petits patelins, qui n'ont pas d'argent, qui font tout eux-mêmes, et qui sont méprisés par le ministère de la Culture, alors que le ministère de la Culture est dispendieux avec des très belles salles, évidemment, qui voient défiler des spectacles de valeur, bien sûr, mais où il y a des trucs aussi où tout le monde s'emmerde, faut dire les choses comme elles sont.
Et c'est avec nos impôts, avec notre fric, et le public n'y va pas. Non. Et c'est un gâchis comme ça depuis 40 ans. Et moi, si je rencontrais Rachida Dati, je lui dirais. Oui. Ben, j'espère. Je pense qu'elle me prêterait une oreille attentive. Oui. Oui, parce qu'elle n'est pas du tout, au contraire, elle adore qu'on lui suggère des choses, c'est une femme... Parce que je vois, par exemple, notamment quand on joue dans des patelins de Provence et de Provence aussi d'ailleurs, il y a des gens qui sont formidables, des associations qui nous font venir, qui se saignent pour payer nos gros cachets, forcément, évidemment. Quelqu'un comme moi, c'est des fortunes. Faut pas que je dise ça en riant parce que on va plus m'inviter. On va plus m'inviter en province. Moi je sais, c'est un cachet tout à fait. Et je vois normal. Que les gens se bagarrent, ils sont pas aidés, ils font tout eux-mêmes. Ah non, alors là c'est épouvantable, il n'y a même pas de subvention. Et alors la drac, c'est-à-dire qu'ils les chapeautent quand même, les enquiquinent. C'est compliqué avec la drac. J'ai l'exemple d'une salle au Vigan, mais c'est pas le Vigan dans le Gard, c'est le Vigan dans le Sud-Ouest. Des gens absolument charmants, ils ont une salle qu'ils ont appelée le Centre culturel Jean Carmet. Et moi, je leur avais dit, mais pourquoi vous n'avez pas appelé ça la salle des fêtes Jean Carmet? Ah ben non, c'est la DRAC qui a imposé, alors que ces gens-là se saignent aux quatre veines pour faire venir des gens populaires, etc. Et on leur impose le Centre culturel Jean Carmet, ce qui est grotesque, parce que Jean Carmet se serait retourné dans sa tombe. Enfin bref, c'est comme ça. On va faire une autre petite pause musicale. En attendant, les gens peuvent toujours nous joindre. Je voudrais parler à M. Philippe Chevalier. Oui, bien sûr, il est là. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Votre prénom? Je m'appelle Victor. Très bien, Victor. Et je voulais vous dire que le dernier théâtre où je vous ai vu, c'était lorsque vous aviez joué dans Le Sommelier. Ah oui, oui. Qu'on a beaucoup apprécié. Ah bah c'est très gentil monsieur, merci beaucoup. J'étais avec Didier Gustin. Ah, oui. Mais surtout, on a apprécié votre talent et on se demandait, on vous voit plus au théâtre. Enfin, peut-être que vous avez vous avez d'autres pièces en ce moment. Oui, c'est ça. Bah, c'est-à-dire que vous l'aviez vu où, Le Sommelier? Alors, je me souviens plus très bien. Mais c'était en province. En province. Ah oui, c'est ça. Ah bah c'est-à-dire que si alors depuis il y a 2 ans, hein. Oui, il y a plus en réalité, monsieur. C'était avant le Covid, mais le temps passe très vite. Et on avait voulu la faire jouer à Paris, puis on n'a pas réussi. Et depuis, j'ai fait d'autres pièces en tournée. Et puis il y avait notamment Les Tontons Farceurs et puis Panique au ministère. Et puis j'ai joué à Paris là, avec Bernard Ménez dans une pièce tirée d'une nouvelle de Sherlock Holmes sur d'une nouvelle de Conan Doyle sur Sherlock Holmes avec Bernard Ménez, voilà. Mais on essaye de jouer le. Vous êtes en province, monsieur? Oui, vous êtes où? Oui, moi je suis en province et justement l'autre soir on était avec des amis au dîner, on se disait mais enfin Philippe Chevalier un talent fou et on ne voit plus. Ah bah c'est très aimable monsieur, ça me touche beaucoup, ça me fait très plaisir. Vous avez raison. Mais je vous ai vu lors d'une émission, je crois dans Paris Première. Ah oui, c'est ça, oui, alors ça c'est l'émission. Oui, ça c'est la revue de presse, oui. Oui, on en a parlé pendant l'émission. Vous avez pu écouter l'émission? Oui. Pardon? Vous avez pu écouter l'émission? Vous avez bien reçu l'émission si vous êtes en province? On s'est bien marré. Là. Bon. Alors, la question qu'on voulait vous poser, c'est, on a bien vu que vous étiez séparés de Las Palais. Oui. Qu'on appréciait devant, il n'y a pas de problème. Oui. Mais on voyait bien que celui qui comptait dans le couple, c'était vous, hein. Alors, on se demandait pourquoi vous ne trouvez pas, peut-être indiscret ce que je vais dire, mais pourquoi vous ne trouvez pas un autre partenaire? Alors, c'est une bonne question. Alors d'abord, monsieur, merci pour vos compliments, ça me fait très plaisir, évidemment. On était quand même un couple très complémentaire. Il
y avait une imbrication, si je puis dire, une osmose qui se faisait entre nous deux. Moi, j'étais ce qu'on peut appeler le clown blanc, c'est-à-dire celui qui parle beaucoup, et puis Régis faisait l'Auguste, c'est-à-dire celui qui parle peu, mais qui fait hurler de rire toute la salle, etc. Bon. Et donc, ensemble, cette collaboration était véritablement magique. Et c'est difficile maintenant, pour moi, si vous voulez, d'aller trouver quelqu'un d'autre, parce que en réalité, l'histoire, enfin, si je puis dire, c'est un peu grandiloquent, mais l'histoire ne passe pas deux fois les mêmes plats. C'est-à-dire que l'histoire peut repasser un plat, mais il aura un goût quand même sensiblement différent. Et donc c'est très difficile, surtout dans un pays très conservateur sur un certain plan comme le nôtre. C'est-à-dire que il n'y a pas cette ouverture qu'ont les anglo-saxons. Nous, on a travaillé 35 ans ensemble, donc les gens sont habitués à voir le duo. Et justement, j'en parlais tout à l'heure, je parlais des frères ennemis. Quand Eddie Vrignot a disparu, eh bien André Gaillard s'est retrouvé tout seul et il n'a pas pu trouver de remplaçant, même s'il a fait un essai avec une femme qui était d'ailleurs très talentueuse, mais ça n'a pas pris. Quand les Vampes se sont séparés, parce que les Vampes avaient travaillé ensemble quand même 15 ou 20 ans, et elles sont parties chacune de leur côté, ben ça n'a pas marché, parce que les gens aiment garder ce qu'ils ont, voilà. Donc je pense que maintenant nos destinées à l'un et à l'autre, ça va être de jouer dans des pièces de théâtre, peut-être ensemble, mais j'y crois assez peu. Et en tout cas, c'est pas évident pour moi de refaire un duo avec quelqu'un d'autre. Mais je comprends votre question, elle est tout à fait pertinente, mais oui. Je comprends qu'en France, on n'aime pas le réchauffer. Non. Mais on peut changer de place. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Une collaboratrice peut-être. Oui, Et changer de sujet. Oui. Parce que dans l'humour, il y a plusieurs sujets. Parce que franchement, je vais vous dire, sans vouloir vous faire des compliments, vous avez un talent fou, vous avez de l'humour. Vous avez une bonne diction et vous êtes attachant. Vous êtes drôle et attachant. Ben, c'est gentil, monsieur, ça me fait très plaisir, mais c'est pas facile effectivement de se reconvertir, comme on disait dans la force de vente pour Peugeot. Il faut se et c'est pas facile. C'est pas facile parce que faut avoir il faut trouver le créneau. Et moi, je pense que pour l'instant, le créneau, c'est justement ce que j'ai fait quand j'ai joué avec Didier Gustin dans Le Sommelier, et parce qu'il était merveilleux, Didier. Et alors, vous l'avez peut-être vu, parce qu'il y avait Bruno Chapelle aussi, mais parce que Bruno Chapelle l'avait remplacé, qui était un vieux complice. Bruno Chapelle l'a remplacé une petite dizaine de fois, mais je pense vous avez plus, je pense, vu avec Didier Gustin. Et donc c'est ça, mon avenir, je le vois comme quelque chose de jouer la comédie, mais au théâtre, quoi. Mais pas de refaire un duo de musical, ça me paraît trop compliqué. Ouais. D'ailleurs, dans Le Sommelier, on ne se rappelle pas des autres acteurs. C'est parce que vous me prêtez beaucoup de qualités, c'est pour ça. Mais je peux vous dire que ce soit Didier Gustin ou Bruno Chapelle pour les hommes, parce qu'ils avaient alterné un peu, comment elle s'appelle, Marianne Giraud, qui a toujours joué elle le même rôle, mais que ce soit alors après il y avait Juliette Poissonnier ou ça y est, c'est terrible, je ne me rappelle plus le nom de la jeune comédienne qui l'a remplacée, qui est adorable. J'espère qu'elle ne nous écoute pas, elle va me crever les yeux. Si, elle écoute. Mais oui, bien sûr, elle écoute. Comment elle s'appelle, elle est délicieuse, elle est chanteuse, etc. Enfin bref. Non, si, on les voyait. Non, mais c'est parce que vous m'aimez beaucoup, ça me touche beaucoup, mais je peux vous dire que j'avais fort à faire avec mes 3 partenaires. Hein. Mais c'est vrai que c'était une pièce magnifique. Parce que vous êtes bon, hein, il n'y a pas de... Je me souviens de vous. Vraiment, je pense que on aimerait bien vous revoir plus souvent. Bah écoutez, mais moi aussi. Vous le voyez dans la revue de presse. Donc il faut faire un appel au directeur de salle parisienne, au directeur de théâtre parisien. Alors je vais jouer une pièce quand même avec Bernard Mabille en province à partir d'octobre prochain, donc c'est dans 6 mois, ça va venir très vite. Une pièce qui s'appelle Le Cake aux olives, et là j'aurai un partenaire de poids.
Parce que ma bille est un partenaire de poids. Oui, oui. Effectivement. Bah, monsieur, si vous êtes en province, justement, j'espère que la pièce passera par... Vous êtes de quel côté Vous êtes en Bretagne? Allô? Oui, je suis en Bretagne et Normandie. Ah d'accord, très bien. Bah voilà, elle passera sûrement. Ah bah oui, je vais appeler tout de suite le tourneur pour qu'on aille en Bretagne et en Normandie, parce que pour l'instant les cases bretonnes et normandes ne sont pas bien remplies, alors il faut... Vous laisserez votre téléphone et votre nom et on vous avertira à la radio dès qu'il y aura la tournée de Philippe avec Bernard Mabille. Ça sera avec grand plaisir parce qu'on vous aime bien. Merci beaucoup monsieur en tout cas de votre gentillesse, ça me touche beaucoup. Merci d'avoir appelé et je vous en prie. À bientôt monsieur. Au revoir Victor. Oui. Voilà, ben, ce monsieur alors est un fan. Ah, c'est un absolument, fan, il y en a beaucoup. Oui, hein. oui. Moi j'en vois et j'en entends beaucoup aussi. Et heureusement, ils ont la revue de presse même. Il y a beaucoup de gens qui regardent. Oui, c'est quand même. Oui, c'est pas une chaîne évidemment, mais il y a entre 250 et 300 000 avec les. Alors il y avait des rediffusions, je sais pas s'il y en a encore. Puis il y a les replays, puis il y a les replays, et puis il y a les satellites, Facebook et tout ça. Moi, ça m'intéresse pas tellement Facebook. Bah oui, bien sûr. Bon, alors, c'est un autre. C'est pas pour moi là. Là, c'est pas pour eux. Voilà. Philippe, tu as fait quelque chose récemment qui est assez original. Ça s'appelle Mozart au paradis. Oui. Alors, Mozart au paradis, c'est une idée qui est venue de quelqu'un que je ne connaissais pas et qui m'a contacté, qui a pris contact avec moi, qui est un musicien qui s'appelle Vincent Lessy. Oui. Il est pianiste. C'est d'ailleurs le pianiste attitré des Petits Chanteurs à la Croix de Bois. Oui. C'est un type qui est jeune, il a 35 ans. Et il a eu l'idée de faire lire le texte d'un de ses amis qui est un philosophe très connu, en tout cas dans les milieux philosophiques, parce que moi je ne le connaissais pas, mais moi je ne suis pas philosophe. Ce monsieur s'appelle Fabrice Adjadj. C'est un philosophe chrétien, catholique, alors converti, parce qu'il n'est pas catholique, aboriginé. Et c'est un philosophe de renommée, vraiment de très très grande renommée, qui a écrit un texte sur Mozart. Et donc Vincent a voulu que je lise une partie de ce texte, parce que c'est un livre qui s'appelle, je crois, Le paradis à la porte. Donc là, il y a un extrait d'à peu près un quart d'heure où je lis ce texte qui est sur Mozart. Alors l'idée c'est que d'abord ce texte est très intéressant, il est très beau, il est très poétique, il est un peu philosophique, il n'est pas d'une grande simplicité, ce qui me permet d'intervenir en expliquant des petites choses, enfin un peu de manière un peu rigolote ou ludique. Et pendant ce temps-là, alternativement, parce que le spectacle dure 1h10, il y a le trio Bagatelle avec le pianiste Vincent Lessy et deux délicieuses instrumentistes qui sont... alors ça y est, il y a Aurore Alix qui est violoncelliste, et puis il y a la petite Duguay, je ne me rappelle plus son prénom, c'est terrible, j'ai toujours des problèmes avec les prénoms. Elle s'appelle, comment elle s'appelle, la petite Duguay, je ne sais plus. Enfin bref, il y a une violoniste, une violoncelliste, et qui joue du Mozart. Et moi, dans les pauses, je lis ce texte. Voilà. Et c'est très intéressant parce que, d'abord, ça me change des comédiens et des comédiennes, de voir des musiciens et des musiciennes qui sont des gens complètement passionnés, qui travaillent tout le temps. Et ce texte est très beau. Alors, on a joué dans les églises. C'est ça. C'est marrant. C'est original. Oui. Ah bah c'était oui. Mais tu as fait quelques dates là Alors j'ai joué à Paris à l'église Saint-Marcel, je me rappelle, c'était le 31 janvier ou le 30 janvier. Et après on est parti dans le Midi, on a fait 5 dates. On a été à Draguignan, on a été à Arles, on a été à Bandol, on a été dans un petit patelin qui s'appelle Mazan, qui est ravissant. Il m'en manque une date. Donc dans des très belles églises. Et là, tu peux le faire dans toute la France. Hein. Alors oui, on a donc Vincent Lessy qui est le promoteur de cette idée et qui est en même temps l'organisateur des tournées, a prévu de faire au printemps d'autres dates. Il est en train de... Et alors surtout, ce qui est intéressant pour moi, ce que je ne l'ai jamais fait de ma vie, on va aller au Festival d'Avignon. Festival off, évidemment. Génial. Voilà, ça c'est rigolo. On va partir à Avignon. Pendant 3 semaines, les 3 semaines du festival. On sera dans une église qui sera la chapelle de l'Oratoire. La paroisse Saint-Agricole, c'est très à la mode en ce moment. Là, on te voit vraiment dans un autre... Les gens, c'est un autre registre. Voilà.
vont pouvoir te voir un autre registre. Et alors, pendant le festival, mais là, c'est complètement différent. Là, oui, alors c'est complètement différent. Et malgré tout, je donne une petite note de fantaisie que je rajoute. Et j'ai rencontré l'auteur de ce très beau texte qui s'appelle Fabrice Adjadj. Et il était au courant, on lui a dit, il m'a dit, mais Philippe, vous faites ou tu fais ce que tu veux avec mon texte, etc. Mais donc tu peux aussi d'humour. Oui, voilà, mais d'ailleurs le texte lui-même s'y prête parce que ce philosophe est très très drôle, il a beaucoup d'humour. Comme tous les philosophes. Hein. Et oui, hélas, nous arrivons presque à la fin, on a un petit peu... mais il faut quand même que je te parle de cette histoire des 40 ans. Il faut que vous retourniez... Las Palais et toi sur scène pour fêter les 40 ans. Juste pour... nos 40 ans, ils sont passés déjà. Ah, c'est déjà passé? Nos 40 ans, c'était... 40 et quelques, on va dire. Nos 40 ans, c'était en 2021, puisqu'on s'est connus en 81. Ah oui, mais ce Covid, après, ça a fiché tout oui, alors... Non, mais je crois que malheureusement... Vous pouvez pas refaire juste un spectacle mais je crois avec tous vos sketchs magnifiques. Faire un best-of, Pascal Pro... Olympia, par exemple. Oui, mais ça, c'est... juste une date. Faut demander à Las Palais. Oui, et puis tant qu'à faire une date, il faudrait mieux en faire 60, ce serait plus rigolo. Mais déjà une à Paris, et puis après on voit si ça. Non, mais je crois qu'il n'y a pas. Non, mais je crois qu'il n'y a pas. Je peux le dire, c'est un secret. Du réchauffé. C'est pas du réchauffé. Avec lui, ça va. Non, je crois qu'il y a de son côté une volonté réelle et définitive de. C'est fou. Oui, mais c'est comme ça. Oui, mais c'est fou de... Mais je lui en veux pas, et chacun... Moi, je suis un adepte de la liberté. Oui, bien sûr, mais regarde, tous les groupes, même de musique, se reforment juste pour un one-shot. Quand ils en ont envie. À ma connaissance... Ça met longtemps. Ils mettent longtemps, en fait, à... regarde, le Théâtre du Splendide, ils ont mis longtemps à refaire un film. Oui, mais le Théâtre du Splendide, ils ne se sont jamais séparés. Ils ont pris des chemins de traverse, mais ils étaient toujours liés par quelque chose. Or là... Le groupe Téléphone qui s'est reformé, et pourtant ils étaient non, mais là, il y a fâchés. Là, vous n'êtes pas fâchés, mais non, on n'est pas fâchés, non. Et donc ils se sont reformés, ça a mis beaucoup de temps, c'est vrai. Mais bon... Comme dirait ma belle-mère, Inch'Allah, mais je suis pas sûr. C'est pas grave, mais le monsieur qui nous a téléphoné, Victor, il va être très très déçu. On va te revoir d'abord au théâtre, bien sûr, dans l'année qui vient, avec Mabille. Voilà. Et puis alors venez au théâtre, au Festival d'Avignon. Et puis là je rejoue Sherlock Holmes à Chevreuse le 15 mars. Là c'est la minute promo, le 15 mars à Chevreuse. Voilà, donc c'est de jolies villes de Chevreuse dans la vallée de Chevreuse. Et puis j'ai 2 dates, toujours avec Paul Duro, c'est le trio, s'appelle le Parti du Rire, dont je parlais tout à l'heure, avec Paul Duro qui est un chansonnier extraordinaire, qui fait vraiment... comment dire, c'est idiot de dire à l'ancienne, parce qu'il ne fait pas ça à l'ancienne, son propos est complètement nouveau, parce qu'il parle de la politique, mais comme le faisaient les chansonniers d'autrefois, et c'est assez génial chez ce jeune garçon. Et puis Gilles Détroit, qui est très connu aussi. Et donc on fait tous les 3, on a 2 dates encore, c'est une fin de tournée aussi, parce qu'on a fait quand même pas mal de dates avec ce spectacle là, toute l'année dernière. Alors dans un petit patelin, enfin dans une petite ville près de Paris qui s'appelle, il y a Cloyes, C-L-O-Y-E-S. Cloyes, je ne sais pas exactement où c'est, mais c'est en Île-de-France. Je crois que c'est le samedi 6 avril. Et puis le 13 avril, c'est Annette. Annette, c'est vraiment tout près de Paris. D'accord. Donc c'est proche. Donc il y a encore Victor, il y a plein de choses. De toute façon, ce sont des choses un peu parsemées, c'est de la dentelle, c'est pas encore Oui, mais la pièce de Mabille, là, c'est... avec Mabille, ce sera pas de la dentelle. Là, ça sera une vraie... Bernard, si tu nous écoutes. Oui, Bernard, c'est qu'il nous écoute. Mais là, c'est une vraie tournée, quoi. Donc on va pouvoir te voir partout, et j'espère en Normandie, Victor, et d'autres, et moi-même aussi. Et écoute, de toute façon, tu viendras nous en reparler. Exactement, volontiers, ma chère Betty. Voilà, exactement. Et puis on peut encore vous voir, bien sûr, sur Paris Première. Merci beaucoup d'être venu. Merci Betty. Je t'embrasse. Moi aussi. On embrasse tous les auditeurs. Tous les auditeurs et toutes les auditrices. On vous embrasse. Oui, c'est vrai, on dit toujours auditeurs. Bisous.